Salut tout le monde, bienvenue dans cette préséance qui sera consacrée à Tomorrowland de Brad Bird, qui en français s'appelle À la poursuite de demain. Et pour ce faire aujourd'hui, j'ai un invité, Monsieur Benzaï. Ça va bien? Écoute, ouais, carrément. Un petit peu crevé, mais écoute, Ouais. En tout cas, je suis ravi d'être invité sur ta chaîne Bah oui. depuis chez moi. Mais oui, c'est une mise en abîme, c'est un méta-préséance. Nous avons vu Tomorrowland Oui. hier, Avec Georges Clooney, avec George Clooney. de Brad Bird. Ouais, et peut-être qu'avant de parler du film lui-même, il faudrait revenir un petit peu sur son contexte. Parce que c'est quand même pas commun, parce que Brad Bird, qui est un ancien de chez Pixar, qui est notamment connu pour avoir fait Les Indestructibles, que Oui, j'aime beaucoup, excellent. et Le Géant de Fer. Le Géant de Fer et Mission Impossible 4, et Je l'ai pas vu. qui n'a pas vu, qui était pas mal du tout. Et il a refusé Star Wars épisode 7, la réalisation de Star Wars épisode 7 pour réaliser Tomorrowland, qui est un Ça, c'est projet... chaud. Je sais pas si c'est chaud, parce que c'est un projet qui est beaucoup plus personnel, donc il devait avoir la sensation en fait que le projet lui échapperait s'il le faisait pas à ce moment précis, donc il a quand même eu les bollocks de refuser Star Wars 7. Tomorrowland me fait penser par bien des aspects à John Carter en fait, Et je ne suis pas d'accord. qui était, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard, John Carter qui avait été réalisé par un autre ancien de chez Pixar, Andrew Stanton, qui avait réalisé Wall-E entre autres. John Carter qui avait été sacrifié en fait par Disney, par bien des aspects, qui avait une campagne marketing de merde, qui n'a pas du tout trouvé son public et qui a vraiment été sacrifié donc, pour différentes raisons politiques internes au studio, qui était un très très bon film, malgré Oui, ça par contre, on est d'accord. sa réputation désastreuse. Et c'est un film aussi qui détonnait avec les canons du blockbuster, qui prenait le risque de ne pas être conforme vraiment à ces canons et de essayer de réinsuffler quelque chose de old school, mais pas régressif, d'assez vintage, tout en essayant de le réactualiser avec les technologies et quand même une démarche assez actuelle. Donc il avait de très bonnes intentions, il s'est ramassé. Et Tomorrowland, réalisé par Brad Bird, apparemment, j'ai vérifié avant qu'on commence la préséance, donc se tape un échec assez relatif. Je suis moins surpris. Je sais que tu as moins aimé Tomorrowland, forcément, mais c'est des films qui sont à peu près moulés dans le même carcan avec des réalisateurs du même trempe, qui sont réalisés pour les mêmes intentions, mais qui se loupent à peu près pour... pas pour les mêmes raisons pour le coup, mais un petit peu de la même manière, ce qui est vraiment dommage. Et Tomorrowland est un film très étrange. Oui, Pour toi, pour de mauvaises raisons, pour moi, pour de bonnes raisons. Il correspond, les gens qui regardent un petit peu mes vidéos doivent au bout d'un moment le savoir, parce que je le répète à l'envi, c'est que j'aime les films qui se loupent pour certaines raisons, mais qui essayent de faire des choses pour de bonnes raisons, qui essayent de prendre des risques, quitte à se manger la boue derrière. Et Tomorrowland fait partie de ces cas-là. Toi, tu as trouvé ça bancal et tu as mais baillé. voilà, le truc c'est que je le trouve bancal et je trouve qu'on en sort avec une impression de film qui est finalement assez anecdotique. Parce que bien des fois, contrairement à John Carter, que je trouve qu'il est vraiment genre tout ce que j'aime dans ce que j'aurais voulu voir dans un blockbuster un petit peu 80s, mais en fait le bon côté 80s, pas juste le côté kitsch, et le côté un petit peu ballsy, un petit peu aussi brut de décoffrage. Là, je trouve que on est dans une espèce d'univers qui est vraiment très, même dans une écriture très très naïf, notamment les dialogues de toute la première partie du film. On est dans quelque chose d'assez naïf. C'est parti pris ça, quand même. Vraiment, ouais, non, mais c'est parti pris. Et justement, un truc que je t'avais dit, c'était que, en fait, c'est un film que j'ai l'impression que le script, vraiment, sur papier, les dialogues, etc., l'enchaînement des scènes, est très cartoon. Très, finalement, et ce qui m'étonne pas, parce que j'adore, par contre, ce qu'a fait Brad Bird en cinéma d'animation. Mais je trouve que ça passe mal en live, la façon dont les personnages s'expriment et la façon dont eh bien, le film va tricher avec certaines de ses propres règles Ouais, de ça, science-fiction, oui. Ça, ouais. qui est quelque chose que du coup l'univers ils te le vendent de façon crédible parce qu'on est en live, parce qu'il y a vraiment les moyens, les petits plats dans les grands. Et puis tout à coup en fait je trouve que ce dernier acte en fait, Alors justement, la avant production ça, Hollywood se dégonfle. Avant ça, on va juste préciser qu'il va y avoir un balle de spoilers. Ah d'accord, je savais pas qu'on spoilait. On peut se permettre de spoiler, j'ai envie de dire, puisqu'on va se laisser emporter dans un flot de discussion. Peut-être. Ça fait partie de cette préférence où forcément au bout d'un moment on va faire oh putain de merde, j'aurais pas dû dire ça. Donc ça va être un spoiler. On part du principe que vous avez vu le film. Si ce n'est le cas, je vous conseille d'aller le voir. Pas moi. Mais voilà, en tout cas pour vous faire votre propre opinion. Mais oui, jusqu'à ce dernier acte. Si vous devez voir un film ce mois-ci, Ouais, bon c'est Mad Max. c'est Mad Max. C'est Mad Max. Si vous devez en voir deux, c'est 2 fois Mad Max. Revenons les Et voir Mad ensuite Max. 3 fois. Le côté cartoon, c'est un parti pris qui se rate un petit peu à certains moments, mais il y a d'autres qui fonctionnent. Par exemple, la scène quand la petite s'avère être un robot et qu'elle interagit avec l'héroïne, avec Cassie dans la voiture, par exemple qu'elle commence à rattraper la voiture en mode T-1000. Et il y a vraiment, comment dire, c'est cartoonesque à la base, mais il y a un réalisme des réactions. Il y a quelques fulgurances que moi je trouve bien, surtout en tant que fan de cinéma d'animation, et Ouais. que justement, donc le film portait vers une certaine naïveté, et c'est vrai que des fois ça fait mouche,
des fois, je trouve que, par exemple, dans le troisième acte, la production value, je trouve qu'elle se dégonflait un petit peu, notamment dans les décors, sur la direction artistique, etc. Ça devient genre tout à coup, on te survend genre le fait qu'il va y avoir un big reveal par rapport à Tomorrowland justement, et on t'est censé te montrer genre qu'en fait voilà c'était pas ce que ça devait être, et genre t'as cette espèce d'inquisiteur Hugh Laurie là qui a juste 3 mecs et puis il y a 2 robots, et du coup tout l'aspect reveal est un petit peu dégonflé. En fait je trouve que justement, et c'est quelque chose qui est revenu souvent quand on a parlé de ce film, c'est que je trouve qu'il désamorce beaucoup de choses pour lesquelles il y avait un très bon build-up. Ouais, mais ça, bon, faudrait peut-être prendre les choses une à une. Tu parlais justement du fait qu'il triche avec ses règles. Ça, je suis entièrement d'accord. Il y avait un truc justement, le parti pris cartoonesque et le parti pris réaliste. Sur le parti pris réaliste, justement, tout le fait de toucher ce badge et se transporter dans l'autre monde, il y avait toute une série de scènes qui montraient justement qu'il fallait faire super attention, parce que la nana dans l'autre monde commençait à marcher dans cet autre monde et se prenait en fait, elle obéissait aux règles géographiques du monde duquel elle venait. Donc elle se prenait dans l'autre monde des poutres invisibles qui correspondaient en fait au monde. Elle peut pas se balader dans le monde de Tomorrowland comme elle veut, parce qu'elle peut se prendre les murs. C'est ça, c'est super intéressant en termes de narration et en termes de possibilités de mise en scène. C'eût été intéressant. Ça l'est pendant 2 scènes où ça arrive vraiment, et puis ensuite effectivement il y a cette scène où elle commence à explorer vraiment ce monde. Elle est dans un champ. Fuck it. Elle est dans un champ, elle descend dans une bouche de elle est dans un champ dans le monde réel. Dans Tomorrowland, elle se voit au-dessus d'une bouche de métro qu'elle descend prendre. Et du coup, techniquement, elle est en train de descendre sous le champ. C'est ça. Et si elle lâche le badge, elle devrait se réveiller sous terre, étouffée et mourir. Ce qui est un peu compliqué. Et sinon, elle va dans le métro, qui la balade super rapidement, et elle devrait se prendre tous les arbres et tous les obstacles et mourir juste aussi. Et du coup, le fait que sachant qu'à la fin, ils redistribuent tout un tas de badges qui sont censés marcher de la même façon et qui ne sont pas des vraies invitations, mais genre des espèces de bandes annonces, mais que là, tout à coup, maintenant, c'est en multijoueur. Et tout le monde se réveille dans le même champ alors qu'il s'expliquait qu'il y avait une correspondance géographique entre les deux. Le dernier plan est ultra symbolique. C'est vrai que c'est sur un point de vue purement technique. Il est symbolique et en même temps, je trouve que ce climax de fin, la façon dont cette conclusion, elle est pas satisfaisante par rapport à genre, en fait, justement. Tout le grand scheme du film, c'est vraiment genre non, il faut pas perdre l'espoir dans demain, etc. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait ? On réinvite juste des gens dans cette espèce de monde d'élite, de monde de rêveurs, etc. Et il n'y a pas cette espèce de grand élan alors que le film commence à te le build-up comme quoi genre c'est vraiment genre tout le monde va mal, etc. Et plutôt que d'avoir cette espèce de grand élan humaniste, etc. qui va se développer, t'as cette espèce encore de truc qui va rester en catimini et t'es pas satisfait en tant que viewer, quoi. Bah c'est aussi le propos du film. C'est pas un film qui est manichéen à ce niveau. Et en fait, la fin n'est pas satisfaisante, on va dire, sur le plan du scénario, mais elle l'est sur le plan d'histoire. Tout est dans le dernier plan, en fait, qui fonctionne sur un point de vue purement symbolique, mais qui, effectivement, si tu prends en compte le fait que tous ces gens touchent en même temps le badge pour une raison qui nous échappe, et se trouvent tous dans je sais pas, 100 mètres de diamètre, alors que c'est complètement faux vu ce qu'on a vu juste avant, effectivement, ça fonctionne pas. Mais là, on entre dans un point de vue purement symbolique. Et ça, j'ai plutôt vu comme une attitude courageuse du film, en fait, parce que ce que tu as vu comme une absence de résolution ou de rigueur dans c'était vraiment pour moi un parti pris, parce que le film ne veut pas montrer que tout est résolu parce qu'ils ont pété l'énorme machine et que Glory est mort, et que on a sur la forme en fait une fin traditionnelle de ce type de film, de ce type de divertissement, mais dans le fond, le film ne veut pas te laisser sur un sentiment de satisfaction, puisqu'en fait le propos du film c'est de dire remontez-vous les manches. Il faut pas se laisser avoir par un espèce de sentiment de pessimisme ambiant. C'est un film en fait anticynique, c'est juste le positionnement du film, et qui essaie de pas laisser les spectateurs dans un truc de ah ben bon c'est bon, il y aura des gens de toute façon pour résoudre ça à notre place, et tout va bien, et tranquille. Oui, mais... Donc ça te laisse dans une espèce d'insatisfaction et de truc à te dire ah ouais, mais en fait ça tient aussi un petit peu à moi. Si j'ai envie que ça s'améliore, il y a une espèce de légère insatisfaction qui va permettre de trouver le prisme pour soi-même se sentir investi. Mais c'est effectivement le premier réflexe, justement, puisqu'on n'est pas habitué à ça, et de se sentir insatisfait. Je trouve que cette espèce de transmission d'élan, d'optimisme de la fin tombe à l'eau, vraiment, quoi. Ça tombe à l'eau parce que voilà, le film ne prend pas des pincettes, en fait, dans le fond. Le film est assez courageux, même dans son propos, et j'ai trouvé le monologue que fait Hugh Laurie dans la dernière partie, meilleur passage du film, vraiment, qui est super intéressant, qui dit, en fait, en substance, pourquoi il veut pas sauver la Terre, il veut pas sauver juste l'autre monde en laissant passer tout le monde dans son monde qui on ne comprend pas vraiment où il en est, ou qui est juste en ruine, mais comment ça fonctionne. Par contre on ne comprend rien, et ça c'est un des défauts du film aussi. Et à ce moment-là, il a un discours super intelligent sur ce qu'est le sentiment de fatalisme, le fait de se lever dedans, et surtout un discours super intéressant sur la pop culture, et la manière dont elle a repris en fait tout cet imaginaire de l'apocalypse. Surtout dans le contexte de Mad Max sorti. Surtout après Mad Max qui est sorti, repris dans son imaginaire ce truc d'apocalypse, et se complaire dedans, en faire quelque chose de glamour.
Et c'était censé être, comment dire, au départ, une manière de tirer l'alarme, à la manière de Orwell avec 1984 et ainsi de suite, et toutes les œuvres de ce genre. Mais finalement, qui s'est, au fil du temps, transformé en un fantasme, juste un fantasme ou une esthétique, et un truc qui devient attrayant. Donc en fait, il y a une espèce de retournement cynique des choses qui a fait que on se complaît là-dedans. Et ça, pour moi, ce monologue montre toutes les intentions du film, quitte à laisser le spectateur sur sa faim. Ah, et il est quitte bien, à prendre mais du coup, je trouve que le problème par exemple, d'un film comme, enfin, le truc qui était génial dans Le Géant de Fer, dans Indestructible, etc., c'était que il y avait tout un propos justement sur, que ce soit la confiance en soi, le fait de se trouver. Il y avait tous ces trucs genre humains, en plus d'un divertissement de qualité, genre 5 étoiles, quoi. Ouais. Alors que là, je trouve que en tant que film de divertissement, il tombe pas mal à l'eau. Bah, moi, sur le divertissement, il m'a plu. Il y avait un côté à l'ancienne, un petit peu désuet, qui m'a pas déplu en fait. Parce que c'est un film qui est à la fois très identifié au niveau de ses influences, avec tout ce côté esthétique pulp des années 40, voilà. 40. Le futur des années 50, 60. Ouais. Le futur des années 50. Ouais. Dans ce truc-là, mais qui le traite avec une certaine originalité. Et la direction artistique du film, je la trouve superbe, notamment dans les passages sur cette ville complètement ouf, avec tous les jetpacks qui passent. Ah non, ça c'est cool. Ouais. Mais il y a aussi le fait que dans, comment dire, les clés des intentions du film qui sont au sein même de l'œuvre, il y avait ce monologue de Hugh Laurie à la fin. Il y a aussi la phrase que dit, j'allais dire Schwarzenegger, mais non, Georges Clooney. Georges Clooney. Rien à voir. Georges Clooney à un moment qui dit, non mais tu peux pas juste fermer ta gueule et t'émerveiller. C'est ce que tu m'as dit en sortant aussi du film, tu as sorti la même que. Voilà. Mais voilà, quelque part c'est un petit peu facile. Parce que c'est un peu du ta gueule, c'est magique, mais plus que je le dis, ça me légitime à le faire. Mais ça pose quand même dans une certaine mesure aussi les enjeux du film. Aussi, c'est pour ça que tout à coup, genre, Hugh Laurie qui a cette figure menaçante, genre tout à coup il a arnaqué tout le monde sur Tomorrowland, et après, genre, ils se battent comme des chiffonniers sur la plage, puis ils reviennent, et t'as cette espèce de jeu qui, tout à coup, ça devient trivial, il n'y a plus vraiment de menace, on sait plus trop pourquoi. Ouais. C'est important. C'est vraiment. Ça montre l'arbitrage du truc, parce que dès que la porte se ferme. T'es sorti de la fiction, quoi. Mais moi, c'est une distance qui m'a plu, parce que par exemple, quand ils sont en dehors, quand ils sont projetés hors de la dimension de la ville et qui reviennent sur Terre, qui est la porte par laquelle ils vont pouvoir repasser, la porte se ferme et d'un seul coup ils arrêtent de se bastonner, ils font et merde. Voilà, parce que tout est une question de contexte en fait. Ils se battent par rapport à un enjeu et dès que cet enjeu disparaît, et ça montre en fait aussi le contexte de ce pourquoi ils se battent, quoi, par rapport à la planète Terre, par rapport à la fin imminente, par rapport au truc. Donc ça montre en fait l'arbitraire complet des choses et le fait qu'il suffit de modifier un tout petit peu sa perspective pour se dire pas de fatalisme en fait. On en revient à ça finalement pour le film. Il le dit maladroitement, mais ça t'entend. Voilà, c'est que le climax du film, c'est le discours du Glory qui arrive, qui est bien, qui est vraiment pertinent. Sauf qu'on est dans un décor à la pisse, sauf qu'on est dans un truc qui n'est pas menaçant. L'intérieur est un peu trop minimaliste. Non, vraiment le film, alors que vraiment la scène d'intro du film, elle est vraiment très intrigante en plus par rapport à l'univers. Et après, Georges Clooney, il explique que c'était peut-être en fait qu'on a vu, c'était qu'une bande-annonce finalement pour le vrai Tomorrowland qui est de la merde. Et du coup, tu fais attends, putain, qu'est-ce que ça va être et tout. Puis il y a des robots qui arrivent pour les niquer. Et finalement, quand eux ils arrivent à Tomorrowland, là, genre on discute, on vient, il y a que 3 gardes maxi, alors qu'ils étaient en train d'être tirés à vue dans le Paris. Donc on a vu le film en VO parce qu'on l'a vu en Finlande et on a eu droit à très suédois, sous-titres finlandais. Ouais, on a eu droit à ce français hollywoodien, c'est-à-dire des gens qui ne savent pas parler français. Non, qui ça m'a pas choqué ça. Ah, désolé, le Tour Eiffel est fermé. Il n'y avait pas un accent comme ça. Il était moins catastrophique quand même. Mais voilà, mais par exemple le passage à Paris, c'est du Jules Verne. Oui, mais c'est bien, mais c'est pas du tout justifié dans le scénario parce qu'on sait pas pourquoi ils empruntent cette navette pour partir dans l'espace et avoir une espèce d'accélération qui leur permet de passer. Le film était bizarre parce que à la fin ça fait genre première étape pour rendre le monde meilleur, réouvrir le portail. Tu fais ah c'est génial, ils vont enfin ouvrir la frontière entre les deux univers et genre utiliser un dialogue etc. Et en fait elle va juste chercher son père, elle ouvre le portail magique, son père il est en train de bricoler et là genre oui, oh ma fille. En fait, il y a une espèce d'effet miroir entre les personnages et les spectateurs, où d'abord tu passes à travers le personnage du jeune Georges Clooney, tu t'émerveilles, ensuite tu passes à travers le personnage de Cassie, et tu passes en fait à la sphère de l'adolescence, où tu redécouvres les choses, mais sous un autre aspect. Donc il y a une espèce de fonctionnement symbolique du film. Pour moi, vraiment, le film, la manière dont il ne marche pas sur certains plans, c'est vraiment en termes, effectivement, de narration, où tu as des plot holes de fou. Ouais. Mais pour moi, en termes symboliques et en termes de discours, c'est un film qui, vraiment... a des putains de bollocks quoi. Mais il est pétri de bonnes intentions, mais ça n'en fait pas un bon film. Ouais, mais Brad Bird est un mec qui reste intéressant même quand il se loupe. Ah mais oui. Donc
Là, je franchement, trouve que- je suis un peu déçu. Quelque part, en voyant les résultats au box-office du film les premiers jours, je pense qu'il a dû avoir une espèce de réaction de « Oh putain, j'aurais pas dû refuser Star Wars en fait ». Mais c'est un truc qui a l'air tellement personnel, tellement venir d'un univers qui lui est cher, que finalement c'est un truc qui ne pouvait pas voir le jour autrement que comme ça et aujourd'hui. Je pense qu'il se serait plus exprimé sur un truc d'animation et Hugh Laurie. En plus, Hugh Laurie aurait eu plus d'expression faciale, je pense. Parce qu'il est Peut-être, juste blasé, quoi. Mais sur l'écriture des dialogues et tout ça, moi, je fais pas de différence entre l'animation et le film live. Je trouve qu'il y a des trucs qui passent Ouais. mieux. Hein. Peut-être en termes de manière de les prononcer, mais en termes d'écriture, pour moi, ça revient au même, quoi. C'est juste une manière ensuite de l'exprimer, de le dire ou de le mettre en forme. Mais on va peut-être pouvoir conclure là-dessus. Voilà. Merci Mais de rien. pour ta présence dans cette après-séance. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!